Et c'est parti pour cette deuxième session, deuxième journée des forums économiques de la Sorbonne. Merci aux organisateurs de nous accueillir pour cette première table ronde de la soirée qui est consacrée à la finance et aux crises. La finance est-elle un facteur déterminant dans les crises? Est-elle contributrice positive, négative dans les crises qu'on a pu traverser et les crises à venir? On aura l'occasion d'en parler avec trois panélistes que je vais vous présenter dans un instant. À titre personnel, je suis ravi de modérer humblement cette table ronde parce qu'en tant que journaliste financier depuis un peu plus de 15 ans, je crois que avec l'industrie des médias et les journalistes, je pense que l'industrie de la finance est peut-être une des industries qui a le déficit d'image dans l'opinion générale le plus important aujourd'hui en France en tout cas. Je mets de côté vos milieux professionnels respectifs et donc je suis convaincu à titre personnel que l'urgence pandémique qui vient se raccrocher à l'urgence climatique, qui sont quand même les deux grosses crises qu'on doit affronter en ce moment, je suis convaincu que ce sont des opportunités historiques pour l'ensemble des métiers de la finance pour leur permettre de redorer un peu leur blason, de montrer ce que la finance est capable de faire positivement et peut-être même d'aller jusqu'à se trouver une nouvelle raison d'être pour les prochaines années. Trois invités donc pour partager quelques réflexions sur ce sujet. Anna Boata qui est avec nous, directrice de la recherche macroéconomique de l'Air Hermès. Bonjour, bienvenue Anna. Lionel Bonjour. Potier nous accompagne également, économiste bancaire au Crédit Agricole. Bonjour à vous. Bonjour. Et Ludovic Subran, le chef économiste d'Allianz. Ludovic, je voulais bien commencer avec toi et partager peut-être quelques réflexions sur l'un des atypismes très forts quand même de cette crise pandémique, de cette urgence pandémique dans laquelle on se trouve encore aujourd'hui. C'est que, notamment par rapport à la précédente grande crise financière, la finance est blanchie de tout soupçon d'une certaine manière. Et c'est quand même un atypisme assez fort. Et on a le sentiment que la finance, tout de suite, a été un levier, une solution, et même que le travail de ce point de vue-là a été assez simple. Je ne dis pas que c'était facile, mais en tout cas, on a vu tout de suite la contribution positive que pouvait avoir la finance dans la stabilisation des économies. Je mets de côté l'urgence sanitaire, évidemment. C'est très juste, en fait, quand on regarde, il faut se replonger un an auparavant. C'est-à-dire qu'il y a un an, en fait, on n'avait qu'une peur, c'était que la crise sanitaire devienne une crise financière. Et elle est devenue une crise économique, on a eu une récession, mais elle n'est pas devenue une crise financière parce qu'on a appris des leçons de la crise il y a 10 ans, qui était une crise financière. Et donc, d'aucuns diront que la finance en est plutôt pas mal sortie. Les marchés actions, par exemple, ont récupéré en 4 mois leur niveau d'avant-crise, alors que lors de la dernière crise, ça avait pris 40 mois. Donc il y a quand même... et les gens se rappelleront de ça, et j'y reviendrai peut-être dans un deuxième temps. C'est-à-dire la finance a du travail devant pour expliquer pourquoi on a vu les résultats financiers des institutions financières au premier trimestre de l'année, c'est plutôt pas mal, non? Mais si on se replonge vraiment l'année dernière, il faut se rappeler qu'on a eu peur d'avoir une crise bancaire, on a eu peur d'avoir une crise du secteur de la gestion d'actifs, parce qu'on aurait pu penser qu'avec les marchés qui dévissent, les épargnants auraient retiré leur épargne, ce besoin de liquidité. Et en effet, les ministres des Finances, les banquiers centraux ont décidé de faire quoi qu'il en coûte et de le faire tout de suite pour éviter ces effets cicatriciels d'une crise qui dure. Et donc, on se retrouve avec une finance qui est mise à contribution. La banque, Lionel en parlera bien mieux que moi, avec les prêts garantis notamment, l'assurance avec les investissements, rester dans les marchés, et puis on a ce résidu d'épargne qu'il va falloir investir, et puis la gestion d'actifs et les autres institutions financières, elles jouent un rôle dans la reconstruction. Donc il y a eu un rôle d'urgence ou de maintien d'une forme de liquidité, même si les vraies mesures, c'est plutôt des mesures budgétaires, et on y reviendra peut-être, mais la finance, en tous les cas, a été épargnée. Et je finirai là-dessus. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que dans 5 ans, on se retourne ou on regarde dans le rétroviseur, on se dise, en fait, les banquiers centraux, les ministres des Finances ont sauvé les banques, ont sauvé les assureurs et n'ont pas sauvé la personne qui se retrouve au chômage parce que son Mais il industrie est a hors changé. de question qu'on se dise ça dans 5 ans. Ça a été le débat post-2008. Je sais pas. Moi, quand je vois les inégalités de richesse, quand je vois le marché de l'emploi qui n'est pas sorti
des sujets, notamment parce que c'est une crise des services en fait. La différence avec la crise financière, c'est que celle-ci, c'est une crise des services, c'est une crise du transport, de la distribution, des services de proximité, c'est la fermeture de l'économie. Donc, beaucoup de choses ont été mises, des trilliards, 20% de PIB pour les plus grosses économies, des liquidités records. Et donc, ma peur, c'est vraiment ça. C'est que je me dis, est-ce que les banques centrales ont sauvé Wall Street au lieu de sauver le Main Street, comme on dit en anglais? C'est-à-dire, est-ce que les gens... Parce qu'on est dans un moment où les institutions doivent s'adapter à une démocratie participative qui a changé, à une infobésité, etc. Je me dis, est-ce que les gens ne vont pas avoir l'impression que le pacte de Faust entre les politiques budgétaires et monétaires, on y reviendra, qui s'est noué pendant cette crise, et en fait bénéficie énormément les marchés financiers. Et donc moi, c'est ma crainte aujourd'hui, et c'est là-dessus, avec les autres urgences que tu as exposées, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler, parce que bien sûr, là, on a été épargné. Il y a encore des risques endogènes. Carmen Reinhardt, la chef économiste de la Banque mondiale, parle encore de ce risque de recrise lié à la finance. Bon, pour l'instant, il est plutôt pas là. Mais tu parlais de réconcilier finance et société. Ouais. C'est vrai que quand tu arrives à un dîner, tu dis que tu bosses dans la finance, les gens, ils vont parler à l'acteur ou au mec qui fait de la peinture. Ils vont pas parler au banquier ou à l'assureur. C'est pas très sexy. Mais il va falloir qu'on travaille pour expliquer que la finance, c'est la seule industrie qui peut reconstruire, qui peut transformer des milliards en trilliards et qui peut certainement répondre aux méga challenges de l'industrie du problème climatique. Petite parenthèse, mais c'est vrai que le choc financier qui a été réel sur les marchés financiers, qui a été très court, a été vu comme une opportunité par l'épargnant final, d'une certaine manière. Ça aussi, c'est très atypique dans cette crise. Lionel, spécialiste du secteur bancaire, je le rappelle, justement, là aussi, c'est une très grande différence. On verra ce qu'il en est dans 5 ans, mais c'est une très grande différence par rapport aux crises précédentes, notamment grande crise financière, mais aussi la crise souveraine en zone euro de 2010-2011. C'est-à-dire que là, il ne s'est pas s'agit de sauver les banques. Les banques, d'une certaine manière, étaient déjà prêtes à affronter un choc aussi inattendu et d'une ampleur aussi incroyable que le choc pandémique. Est-ce qu'un an après, on peut dire ça, quand il s'agit notamment des banques européennes et des banques de la zone euro, Lionel? Alors, je crois effectivement que ce qui distingue cette crise des précédentes, c'est que là où les banques étaient souvent le problème, les banques étaient aujourd'hui la solution. En fait, enfin, l'année dernière était la solution. Elles le sont toujours. Elles ont vraiment participé à l'effort pour surmonter la crise du Covid. Alors, comment elles ont fait ça? Elles ont d'abord distribué assez largement des prêts, en fait, des nouveaux crédits. Alors, il y a les crédits garantis par l'État, évidemment, les prêts garantis par l'État, et puis il y a d'autres nouveaux crédits qu'elles ont distribués en propre. Et on parle là vraiment de politique très significative, parce que les PGE, c'est quelque chose comme 6 points de PIB en France, c'est 10 points de PIB en Italie ou en Espagne, qui ont été un peu plus touchés que nous par la pandémie. Donc c'est des choses vraiment massives, en fait. Et tout ça, c'est fait par l'intermédiaire du secteur bancaire. Donc distribution de crédit, moratoire aussi. Les banques ont très largement accordé des facilités, en fait, et des suspensions de paiement de crédit au plus profond de la crise, et pas seulement à Wall Street cette fois-ci, mais aussi à Main Street, en fait. Il y a beaucoup de ménages qui ont bénéficié de ces mesures, donc ces suspensions de paiement, ces suspensions d'échéance, pardon, donc des ménages, et puis des entreprises, des PME. Donc ce qui peut peut-être nous prémunir à l'avenir de critiques sur la finance dans la crise, c'est peut-être ça, c'est que Main Street l'année dernière a vu le rôle positif que pouvaient apporter les banques. Alors, je crois que c'est pas fini, en fait. Si on se projette un petit peu, il y a tout ce qu'on a fait jusqu'à présent pour, en gros, surmonter la crise économique. Puis il y a tout ce qu'on va faire par la suite, en fait. Les banques vont évidemment grandement participer à la mise en place des plans de relance. Alors, je pense qu'on va peut-être en parler encore un petit peu. Moi, ce qui m'intéressait quand même, Lionel, c'est petit coup de regard dans le rétroviseur, mais pourquoi est-ce que les banques, cette fois en zone euro, ont été en capacité justement de continuer à faire leur rôle? Ok, prêts garantis par l'État, les pouvoirs publics ont été là en garantie ultime, mais vous le dites vous-même, elles ont elles-mêmes pris aussi des mesures, elles ont continué à distribuer du crédit en dehors des prêts garantis par l'État. Les leçons de la crise souveraine, la surrégulation post-crise souveraine,
a trouvé tout son intérêt dans cette urgence et cette crise pandémique. Alors très clairement, si le secteur financier a réussi à contribuer à la sortie de crise, on va dire, c'est parce que le système financier dans son ensemble est plutôt dans une bonne santé, en fait, par rapport à ce qu'il y avait il y a 10 ans. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits sur la solidité des bilans bancaires, notamment, une progression des ratios de solvabilité, une augmentation des dépôts de la clientèle pour assurer la liquidité des banques. Les banques sont montrées, même au plus fort de la crise, aussi très précautionneuses, en fait, dans leur manière de gérer à la fois leur bilan et puis leur compte de résultats, parce qu'on a eu des fortes politiques de provisionnement au plus fort de la crise. Et donc toute cette confiance, en fait, dans le système bancaire a vraiment été clé, en fait, pour permettre aux banques de participer à cet effort de reprise. Et tu dirais que ça, ce sont quand même des enseignements directs de la crise souveraine très clairement, très clairement. Ouais, c'est, il y a beaucoup de choses qu'on a apprises après la crise financière de 2008 et après la crise des dettes souveraines et des mécanismes institutionnels qui se sont mis en œuvre pour permettre d'assurer une meilleure santé du système financier. Alors bon, je n'ai peut-être pas besoin de tout citer ici, mais tout ce qui est, le mécanisme de supervision unique, et c'était quand même une bonne idée pour briser le lien qu'il pouvait y avoir entre institutions financières et des superviseurs, les mécanismes de résolution fondés sur les principes de bail-in plutôt que bail-out, les premiers pas aussi vers un mécanisme commun de garantie des dépôts au niveau européen, et puis peut-être last but not least, comme on dit, je pense qu'on a aussi réussi depuis 10 ans à mettre en place des mécanismes de surveillance et des instruments de politique à la fois macro et micro-prudentiels qui ont permis effectivement d'assurer la bonne santé du secteur financier et des banques en particulier. Anna, qu'est-ce qui t'a marqué dans l'atypisme de cette crise, le rôle que la finance a pu y trouver? Et je précise que Hermès est un assureur crédit, et donc il y a sans doute des outils, des leviers financiers intéressants peut-être qui ont pu te marquer. Oui, c'est vrai que la crise est venue sans vraiment qu'on le sache, d'une façon très brutale, et les entreprises se sont retrouvées dans une situation de manque de trésorerie, de stock très élevé à financer, et c'est là où effectivement le système financier dans son ensemble, que ce soit l'assurance crédit, les banques, et plus particulièrement les États, ont joué un rôle pour éviter le risque de liquidité et de solvabilité. C'est pour ça que d'ailleurs, on voit quand même que les États, où on dit dans notre milieu que l'État a sauvé une entreprise sur 2. Mais après, je me pose la question quand même, est-ce que les banques, si on revient un petit peu à leur rôle pour financer la reprise, est-ce qu'elles ont trop fait l'année dernière? Elles ne veulent pas faire assez pour la reprise. Et ça, c'est une question qu'on voit aujourd'hui de plus en plus sur le financement de la trésorerie ou des prêts de court terme pour des besoins en fonds de roulement. Et d'ailleurs, on le voit en Angleterre, ils ont dû quand même prolonger et d'ailleurs renouveler ces PGE qu'ils appellent prêts de reprise pour les petits prêts jusqu'à 10 millions de livres. Et ça se passe aussi en France. Toutes les entreprises n'ont pas aujourd'hui accès au crédit pour ce genre de financement. Et on sait aujourd'hui en période de reprise, en tout cas, l'assurance crédit a ce rôle de financer la reprise, mais les banques aussi. Donc, c'est là où le financement des stocks aujourd'hui est plus cher puisque tout reprend en même temps, tout va très vite et l'offre ne suit pas. Et c'est là où, justement, les banques ont un rôle à jouer. Et on le voit dans les dernières enquêtes depuis maintenant 6 mois ou plus, qu'elles sont quand même plus sur les gardes. Et tu dis, en fait, le risque financier, c'est peut-être maintenant, dans la sortie de crise, face à la croissance et au boom de croissance qu'on a à gérer, qui va peut-être se matérialiser. Je pense qu'il y a un attentisme de tout le monde, puisque tout le monde attend la sortie de ces mécanismes d'assistance et tout le monde se pose la question sur le vrai risque de crédit. Et donc, on fait plus attention. Après, c'est vrai que dans l'ensemble des acteurs économiques, c'est aussi qu'il y a beaucoup d'épargne. Donc, que ce soit la trésorerie des entreprises ou des ménages. Mais le problème, c'est qu'on le sait tous, c'est une crise des inégalités aussi du côté des entreprises. Les plus riches ont plus de trésorerie. Les secteurs qui ont pu continuer plus leur activité ont davantage de cash que les secteurs Covid. Donc c'est vrai que ça interpelle parce que les PGE en France aujourd'hui, oui, ils sont prolongés jusqu'à la fin de l'année, mais il n'y a rien qui change d'un point de vue architecture, seuil. Donc en fait, ça veut dire que l'entreprise en difficulté qui a déjà eu son PGE, elle ne peut pas avoir un PGE++, puisqu'elle a déjà utilisé la capacité. Donc il y a peut-être quelque chose encore à faire pour accompagner le système bancaire dans la confiance pour qu'il finance aussi la reprise.
Est-ce que dans la finance inter-entreprise, intra-entreprise, est-ce que tu as vu des choses intéressantes? Est-ce que cette finance-là a fonctionné d'une certaine manière? Oui, Anna l'assurance crédit a été là tout au long de 2020 avec toutes les incertitudes et la nature du choc et voilà, évidemment, la baisse des chiffres d'affaires, puisque l'État a fait beaucoup de choses. Évidemment, en France, par exemple, l'État a donné des aides directes à hauteur de 80% des pertes 2020, mais quand même, les pertes de chiffre d'affaires s'étalent aujourd'hui à -11 sur l'ensemble des entreprises non financières. Et même si on a fait des échelonnements de taxes, de paiement de charges, des moratoires, les marges ont aussi baissé à peu près de 2 points. Donc, et on sait qu'on vient de loin. Et donc, finalement, on se retrouve face à des entreprises qui ont besoin d'être soutenues, et c'est justement le rôle de l'assurance crédit, face à quand même des états financiers, des fois, qui sont un petit peu borderline, si on peut le dire. D'ailleurs, on n'a pas toute la visibilité sur tous les bilans 2020. Ça commence à arriver, on le saura mieux. Mais clairement, la finance interentreprise était là pour justement financer. Et d'ailleurs, plus son rôle est plus crucial en 2021 qu'en 2020, puisqu'in fine, nous, on est très corrélés au commerce mondial. Et le commerce mondial de biens, il a quand même baissé de 14% l'année dernière. Donc, in fine, il y avait moins de flux à assurer. Mais cette année, c'est encore plus critique, puisqu'on attend une reprise quand même assez forte, avec tous ces goulots d'étranglement dont je parlais tout à l'heure. Ludovic, là, sur le risque financier, effectivement, il est encore à venir. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'à l'issue de la table ronde, on allait pouvoir évacuer justement le spectre, parce que tu disais en début d'entretien, le spectre de la crise financière liée à l'urgence pandémique. Je pensais qu'on allait vraiment pouvoir mettre ça de côté. Non, il y a encore des sujets devant nous. Il y a des sujets qui existaient avant cette crise et qui, d'endettement d'ailleurs, qui sont toujours là, parce qu'on n'a pas parlé, c'est le mot qui fâche, mais l'endettement public comme l'endettement privé est à des niveaux records. Alors bien sûr, on est dans un moment où on veut repenser l'endettement, c'est un stock sur un flux, il faudrait tous qu'on se mette à calculer le service de la dette, qui est quand même un agrégat un peu compliqué à calculer, pour se rendre compte qu'en fait on peut financer, et c'est vrai, notamment pour les États, on a quand même des fenêtres d'opportunité où on a des taux d'intérêt réels qui restent très faibles pour continuer de financer cette reprise et les défis devant nous. Pour les entreprises, il y a quand même plusieurs sujets. Donc, je parlais de la dette un peu en avant, c'est-à-dire qu'il y a des États et des entreprises qui sont rentrés dans cette crise avec déjà des niveaux d'endettement très élevés. Ils ont tous pris, sur les entreprises non financières en Europe, c'est entre 10 et 15 points de dette de plus, selon les secteurs, ceux qui sont le plus endettés. Pour les États, ça va jusqu'à 26 points pour la France de dette sur PIB de plus. Donc on parle de pas mal de fardeaux d'endettement, même si le service de la dette est faible. Donc il y a ce sujet de est-ce qu'on n'a pas, pour certains pays, pour certaines entreprises, des sujets de repaiement et donc de service de la dette, mais aussi de murs de repaiement. Je pense à certains pays émergents qui ont des crises de liquidité. On a eu plein de défauts souverains en 2020, la plupart liés au Covid, et sur les entreprises, je rappelle, et c'est pareil sur les ménages, et les notations n'ont pas trop bougé en fait. Non. Donc il y a toujours ce risque-là. Par exemple, la Colombie vient d'être dégradée par les agences de notation. Il y a ce risque quand même qu'on se réveille avec une qualité du crédit qui a fondamentalement baissé pendant cette crise. Et donc, Anna parlait de la précaution des banques. C'est un peu le sujet de demain. C'est-à-dire, les banques sont restées dans le risque, quasiment en réseau administré. C'est-à-dire que les prêts garantis, quand on y réfléchit, c'est un peu les banques qui bossent pour l'État. Et donc, la question, c'est, ils vont débrancher les aides. Les banques doivent rester dans le risque, mais elles ont un bilan, elles ont des ratios de solvabilité à respecter. Donc, qui va continuer de financer? Donc, il y a le sujet de financement, il y a le sujet de la dégradation de la qualité de l'endettement, et il y a d'autres sujets. Sur les marchés financiers, aujourd'hui, tous les yeux sont portés sur la Fed et le cycle financier américain. On sait que tous les 5 ans, les Américains nous mettent une bonne crise financière sur le dos. On se rappelle du taper tantrum en 2013. Là, j'avoue que la pente des taux américains pose quand même de sacrés sujets sur le durcissement des conditions monétaires et financières pour les entreprises aussi en Europe. Le rôle que la BCE va devoir jouer pour faire tampon sur le durcissement des conditions monétaires et financières en dollars, c'est un vrai sujet à court, moyen terme. Donc, il y a je ne sais pas ce que tu regardes dans les conditions financières, mais déjà ce qui s'est passé aux États-Unis, tu veux dire, c'est... Bien sûr.
Je sais pas, les taux réels sont très négatifs. Oui, à part qu'ils ont pris 20 à 30 points de base, notamment sur les actifs sûrs du centre de la zone euro. C'était pas prévu. C'est pas comme si on était il y a une récession en Allemagne aujourd'hui. Le fait que le Bund soit on en est sorti au moment où on se parle. Au moment où on se parle, on n'en est pas sorti. Les chiffres du Q1, c'était une récession. Moi, j'attends les chiffres du Q2. J'espère qu'on en est sorti. On est en plein milieu du Q2 justement. Oui, peut-être. Non, mais c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que il y a quand même pas mal de place à l'erreur de politique publique. C'est ça qui est... C'est-à-dire on vient de se taper quand même une année un peu pourrie avec l'incertitude épidémique, mais l'année qui est devant nous, c'est de l'incertitude de politique publique, y compris, et je le rappelle, en Europe, on a une petite élection allemande en septembre, puis une petite élection française en mai prochain. La politisation des instruments financiers, que ce soit les mesures fiscales, les mesures d'accompagnement à la finance, et bien sûr, le rôle que va jouer la Banque Centrale Européenne, qui a joué un rôle majeur dans 2020, on a joué dans la Bundesliga. C'est-à-dire que l'euro, on a décidé, Christine Lagarde est arrivée, elle a décidé que l'euro, c'était kiff-kiff avec le dollar. Il n'y a pas eu un moment où on s'est dit, et si l'Italie sortait, etc. C'est peut-être devant nous. Hein. Draghi joue gros en ce moment. Donc, on a fait énormément en 2020, ça a marché. Enfin, tout ce débat, on l'a eu il y a à peine 10 ans, oui, c'est ça. Oui, mais les risques... L'Italie qui va prendre tout son Next Generation EU, plus un gros stimulus quand même local, on parle de 280 milliards, avec un pays qui avait une croissance potentielle négative sur les 5 dernières années. Bon, il faut que ça tienne tout ça. Donc le pouls de Draghi, si tu veux, pour la croissance italienne, il est quand même assez important. Donc moi, je veux pas jouer le bear, c'est un peu, je joue un peu le mec. C'est parti pour là. C'est parti pour Ludovic. Mais je veux juste, non, je pense qu'en revanche, il faut que tout le monde comprenne que il y a des on rentre, enfin le nouvel équilibre dans lequel on est crée d'autres types de risques. Et il faut juste tenir soit l'aide, soit la pression aux bons endroits pour pas que ça repète. Moi, et ça nous ramène aux banques, Lionel. Non, mais si, forcément, en zone euro, c'est quand même le canal le plus important aujourd'hui encore. Est-ce qu'on est en train de recréer là cette espèce de couple infernal entre les souverains, les garanties publiques et le secteur des banques commerciales, ce qui nous avait tant coûté pendant la crise des dettes souveraines, ce qui avait été à un moment le nœud du problème. On pensait qu'on avait réussi à casser justement ce lien incestueux entre les souverains et les secteurs bancaires commerciaux. Est-ce qu'on est en train d'y revenir ? Alors, c'est sûr que le risque qui est aujourd'hui porté par les États dans les politiques de relance va se retrouver à un moment donné également dans les bilans bancaires, puisqu'ils restent exposés aux souverains et ils restent exposés aux garanties publiques. Après, qu'il y a un risque de réenclenchement d'une boucle incestueuse entre le souverain et la banque, ça, j'ai quand même encore un peu du mal à y croire. Je voulais aussi peut-être répondre un petit peu aux arguments pertinents qui ont été développés par Anna. Effectivement, les banques ont vraiment, je pense, grandement joué leur rôle en 2020. Elles l'ont fait parce qu'elles étaient solides, je l'ai rappelé tout à l'heure. Elles l'ont aussi fait parce qu'elles ont été soutenues par la politique monétaire, déjà, par la BCE, avec des TLTRO en pagaille, des PE LTRO, des achats massifs d'actifs. Elles l'ont aussi été par les autorités de supervision, en fait. Et on sait que les banques répondent assez largement aux incitations qui leur sont faites par ces autorités de supervision. Alors, peut-être deux choses à mentionner. Il y a eu, dès le début de la crise l'année dernière, par le BA et par le mécanisme de supervision unique, des choses assez inédites qui ont été mises en place, un traitement particulier sur les moratoires qui étaient accordés, des allègements d'exigences en capital sur les banques, et c'est ça, vraiment ça, qui a permis aux banques de débloquer des fonds pour distribuer du crédit. Voilà. Alors, même la régulation, qui a été quand même là aussi un point de critique très fort sur les banques de la zone, même la régulation a été capable de s'adapter, de prendre en compte l'enjeu et de manière immédiate, sans attendre. Exactement, ça s'est fait très très rapidement dès les premiers mois de la crise. En fait, le BA et le SSF, le mécanisme de supervision unique au niveau européen, suivi par toutes les autorités compétentes nationales, ont mis en place ces mesures pour permettre de libérer du capital bancaire et permettre de libérer de la capacité à distribuer du crédit. Tout ça s'est fait en quelques semaines. Et je pense que la profession, le public reconnaissent en fait cette réactivité des superviseurs sur le coup-là. Alors,
Maintenant qu'on est en 2021, en fait, se pose la question aussi, alors déjà de comment sortir éventuellement des politiques monétaires ou des politiques budgétaires accommodantes, etc. Bon, je pense qu'on n'en est pas tout à fait là encore. Sûrement pas trop vite, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Mais pour nous, se pose aussi le problème de la sortie des politiques, enfin, de ces allègements entre guillemets réglementaires. Et ça nous inquiète. C'est un sujet qui va revenir vite. Ouais, je pense que c'est un sujet qui. Alors, c'est un sujet dont on parle. Tous les sujets d'orthodoxie vont revenir assez vite. C'est ça, ouais. J'en suis à peu près. Donc vraiment, je pense que notre capacité en 2021 à continuer à accompagner la relance va aussi dépendre des largesses, s'il faut dire ça comme ça, qui nous sont accordées par les régulateurs. Anna. Je voulais rebondir sur ce cercle vicieux banque souverain. Je pense qu'il est déjà renforcé en Italie et il va être davantage renforcé en Italie. Parce que la BCE, on sait, elle a un plafond de ce qu'elle peut acheter. Elle peut évidemment acheter plus, mais bon, pas beaucoup trop, on le sait. Et donc, ça va être les banques qui vont se porter acheteurs Ouais. pour ce financement additionnel, puisqu'il n'y a pas que Next Generation EU, il y a quand même 50 milliards de plus juste en national. Donc ça, c'est quelque chose que les marchés probablement vont suivre. Et évidemment, il y a ce Draghi put, donc si Draghi s'en va, et le risque politique peut revenir assez vite en Italie. Je voulais qu'on change de crise, entre guillemets. Encore une fois, je le disais en introduction, mais c'est vrai que l'urgence pandémique n'a fait que masquer l'urgence qui était déjà là ces dernières années, l'urgence climatique. Et on comprend, quand on écoute les experts, que depuis 2015, les accords de Paris, cette urgence climatique n'a fait que s'accroître. C'est une conviction que je partage, et Anna garde la parole. Enfin, il n'y aura pas de transition climatique, écologique, on appelle ça comme on veut, sans un levier financier puissant. Oui. Alors, dans nos milieux professionnels, effectivement, on a bien senti le changement de discours, beaucoup de marketing, on reçoit tous des mails tous les jours qui nous parlent d'ESG, d'ISR, et très bien, tant mieux. Où est-ce que vous mettez le curseur aujourd'hui, enfin, en termes d'avancement? Est-ce que la finance s'est mis au diapason de la responsabilité, de la finance durable? La finance de demain sera durable ou ne sera pas? Tous ces discours-là, concrètement, là, quand vous regardez le système finance dans son ensemble, le facteur finance, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, Anna? Je pense qu'il y a deux côtés, le côté entreprise et le côté ménage et personne. Donc effectivement, du côté des entreprises, je pense qu'avec la pandémie, les entreprises ont compris qu'elles doivent faire beaucoup plus de due diligence pour éviter des risques de non-paiement liés au risque climatique. Donc on a interviewé des multinationales dans plusieurs pays, et c'est vrai que c'est entre 30 et 40% des multinationales qui se sont vraiment mis à l'ESG, que ce soit sur leur chaîne de valeur, qui sont leurs fournisseurs, est-ce qu'ils sont ESG compliant ou pas. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, puisque si une crise climatique arrive, ils essayent de réduire les risques. Après, le secteur financier, en tout cas, je parle pour l'assurance crédit, évidemment, on a pris les devants dans la façon de finalement avoir une vision du risque climatique et de son impact sur le risque de non-paiement. Donc nous, on a été le premier assureur crédit à vraiment mettre en place cette composante ESG dans notre notation au risque pays. Évidemment, il y a des surprises aussi où peut-être pas si étonnante que ça, mais les États-Unis aujourd'hui, ils sont pas si bien notés de ce point de vue, alors que les pays nordiques ou l'Autriche ou l'Allemagne, ils sont évidemment mieux notés. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et puis, vraiment, dans l'assurance, il y a de plus en plus de types de financement verts qui se mettent en place. Donc, par exemple, des partenariats avec les banques, et avec ce type d'assurance et tous les fonds qui sont levés, après, il y aura un investissement dans des obligations vertes. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Au niveau des ménages, il y a des produits maintenant que les banques commencent à proposer. Par exemple, en Angleterre encore, ils ont cette année mis en place un produit d'épargne vert, parce qu'ils savent que c'est le moment d'immobiliser cette épargne Covid dans quelque chose d'utile, qui est financer la relance verte ou la transition écologique. Après, il y a quand même ce côté coût, parce que qui sera là pour être d'accord de payer plus, puisqu'on fait une transition écologique? Et je pense que ça ne peut pas se faire au niveau national. Attends, c'est important quand même ça. Oui, ça va coûter cher. Ça va coûter cher, et on voit que le risque social, en tout cas on sait que c'était une crise des inégalités aussi, et on est tous un petit peu frileux quant au risque social. Et en France aussi, comme c'était le cas avant la pandémie, on le sait très bien. Et donc, qui va financer tout ça, puisque les gouvernements probablement ne prendront pas beaucoup de risques
pour avoir des manifestations. Et donc, une idée serait aussi d'immobiliser beaucoup plus ce Next Generation EU Fund pour beaucoup plus de transition écologique. Il faut aussi savoir qu'il y a quand même, je pense, un reliquat de ces 750 milliards d'euros qui ne seront pas utilisés, puisqu'il y a des pays comme la France, l'Allemagne, ils ne vont pas tirer les prêts, ce n'est pas intéressant, ils peuvent se financer tout seuls. Pourquoi se financer avec l'Europe quand on peut payer moins cher tout seul? On prendra les subventions, mais pas les prêts. Exactement. Et donc, si on ne fait pas ça, on libère entre 150 et 200 milliards d'euros. Et donc ça, on peut le mettre sur une taxe carbone, on peut faire des choses. Et ça va passer plus facilement d'un point de vue social que si on se met tous à faire tout en même temps. Donc je pense que ça va être graduel et il va falloir rester graduel parce que sinon, on va tourner dans les épisodes Gilets jaunes ou autre. Ludovic, comment tu regardes effectivement le rôle positif, on l'espère évidemment, de la finance dans cette transition ou la gestion de la crise climatique, de l'urgence climatique? J'ai en tête, et on l'a peut-être tous également, le rapport de l'AIE sur le secteur énergétique pétrolier, qui a quand même bien marqué les esprits il y a 15 jours. Ce n'est pas des illuminés militants, l'AIE. Ils disent, voilà, c'est le niveau de 2019 d'émissions, c'est un plafond de verre absolu. J'ai l'impression qu'on va bientôt avoir ça à un moment dans la finance. C'est-à-dire qu'on va nous dire il n'y a plus un produit qui sort qui n'est pas ISR, qui n'est pas fléché vers du vert, ou en tout cas qui n'est pas aligné sur la trajectoire 1,5 degrés du GIEC. C'est très compliqué comme sujet. C'est-à-dire que la Covid a réveillé ou révélé que les risques probabilistes, systémiques, exponentiels existent. Et donc le climat dont on parlait tout le temps, on voit ce que ça veut dire une vraie crise climatique. Donc il y a eu ce wake-up call. Et alors maintenant, tout le monde... C'est-à-dire que tu penses qu'avant le choc pandémique, d'avoir une crise, un facteur exogène comme ça, je pense que c'est qui vient de la nature, tu penses que... Avant, on n'avait pas perçu la crise climatique comme on la perçoit aujourd'hui? Je pense que les gens confondent risque et vulnérabilité. Ce qui, dans la littérature du risque, est un vrai sujet, c'est-à-dire un risque, c'est la composition d'une vulnérabilité, d'un choc, en fait. Et que tant que tu parles de la vulnérabilité, mais que tu vois pas le choc, il y a une façon de communiquer qui est, à mon avis, très délétère. Je pense que la façon qu'on a de faire peur aux gens avec le climat, ça ne les incite pas à avoir des pratiques vertueuses. Et qu'il faut le rappel à l'ordre, et Covid est peut-être un de ces rappels à l'ordre, pour que finalement on enclenche des pratiques vertueuses. Si tu veux, moi je suis convaincu depuis toujours que le changement climatique est un vrai sujet, les ressources naturelles, et puis de manière générale, un sujet multilatéral, c'est pas qu'un sujet local. Mais là, je pense qu'on nous a fait peur. Comme, tu vois, je sais pas, dans les années SIDA, on faisait peur sur la sexualité, et donc, tu vois, les gens faisaient des pratiques, prenaient encore plus de risques, parce qu'il y a ce côté, j'en ai rien à faire, comme avec la pandémie, les anti-vaccins, il y a une façon de communiquer le risque où on a tout faux. Il faut regarder un petit peu ce que dit l'économie comportementale là-dessus. Sur le climat, là, on a eu le choc, donc on sait ce que c'est. Donc là, on enclenche une autre phase. C'est-à-dire que là, on commence à se poser la question, comment on fait, qui le fait, machin. Et donc, c'est le bordel. Tout le monde le fait. Les banques centrales, les États, les entreprises, tout le monde annonce son produit, son truc. C'est quand même un gloubi-boulga de verdissement sans fondement. Mieux vaut ça que l'inverse. Mieux vaut que ça que l'inverse. Mais maintenant, il faut que ça redescende un peu et qu'on regarde les chiffres. Moi, je te dis, dans mon département, je dirige le département du plus gros assureur, du plus gros investisseur en Europe. Et les chiffres, ça dit quoi alors? Non, mais c'est ça, c'est que ça prend du temps. C'est-à-dire faire des scénarios de stress test du prix carbone ou regarder comment une taxe carbone aux frontières, les impacts que ça aurait, ou regarder comment verdir la politique monétaire pourrait créer une forme de tapering, donc de resserrement des conditions. Tout ça, c'est pas juste... Moi, je trouve que c'est très problématique que tout le monde se mette à faire de l'ISR ou du vert et tout ça sans comprendre les fondements. Je donne un exemple. Nous, on est un porteur de bilan. On a créé chez Allianz, on a avec les Nations Unies, l'Alliance pour la neutralité carbone des porteurs de bilan. Donc ça sonne très mal en français, à horizon de 2050. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pris tous les gens qui ont des bilans, en gros les assureurs, les fonds de pension et tout ça, on les a mis autour de la table, on a dit, est-ce que vous pouvez être neutre en carbone, net zéro en carbone, à horizon 2050, pour une trajectoire à 1,5 degré, tout ça? Oui, oui, oui. Au début, tout le monde dit oui. Donc tu fais tout ça, tu signes, tout le monde va à Davos, c'est magnifique, tu vois, c'est un moment de grâce absolue.
Et après, tu commences à regarder ce que ça veut dire sur ton portefeuille. Les milliards d'actifs échoués, les centrales à charbon, les aides, les États, on n'en parle pas. Les pays du G7, c'est 500 milliards de subventions aux énergies fossiles. Donc, si tu veux, les incitations, le système, et c'est de l'économie systémique, c'est de l'économie de système complexe. C'est-à-dire que tout le système si tu veux, il faut que ça bouge. Et c'est pas des coups de com' qui vont faire bouger ça. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux verdir les bilans des institutionnels dans le monde, où nous aussi, on est asset manager, Allianz, ça détient PIMCO, un des plus gros gérants obligataires. On est aussi dans l'Alliance de Glasgow, portée par McCartney, qui est aussi une neutralité carbone à horizon 2050 des gérants d'actifs. Tout ça, c'est super. Quand tu regardes dans les faits, tu te rends compte que si on ne sait pas, par exemple, compenser l'empreinte carbone, c'est-à-dire c'est pas juste tu vas shorter des actifs ou tu vas avoir des actifs échoués que tu vas vendre, etc. Ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que c'est tellement complexe de baisser ton empreinte carbone, les émissions de type 2, de type 3, etc., qu'il va falloir inventer quelque chose. C'est-à-dire que si on n'a pas d'innovation technologique, si on n'a pas d'innovation de produits financiers, si on n'a pas une vraie prise de conscience de tous les acteurs, on n'y arrive pas. Et donc, le risque, si tu veux, que ça crée des poches, vous avez vu ce qui s'est passé avec Shell et le régulateur néerlandais, tu parlais du la rapport justice, de la justice néerlandaise. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est en mode, il faut éviter le risque, l'accident ESG. On n'est pas en mode, il y a du potentiel. Moi, j'attends le moment où on bascule et on se dit l'économie verte, c'est une économie de potentiel. Moi, j'entends parler d'opportunités tous les jours. Oui, Quand je discute avec des asset managers, des investisseurs, j'ai l'impression quand même... Ça, c'est de la com. Moi, je pense que c'est du spinning. Parce que le temps qu'il passe dans la réalité des faits, c'est à regarder les milliards qui sont exposés à un choc réglementaire. Il faut penser à l'automobile. Juste avant la crise, c'est un choc réglementaire majeur dans l'auto européenne qui a créé des pertes de plusieurs dizaines de milliards d'euros de profit des équipementiers et des constructeurs automobiles. Pour la finance, on parle de trilliards. Oui. Et donc quoi, Ludovic, le coût de l'inaction, c'est bien. Non, bien sûr que non. Mais il faut juste, moi à mon avis, il faut faire ses devoirs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas balancer du vent. Le pire qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est raconter des histoires et compter des choses qui ne sont pas vraies sur le temps que ça prend, l'énergie que ça prend et les besoins, enfin si tu veux, les besoins d'investissement que ça prend pour inventer. Si tu veux, il y a par exemple une banque française, moi je trouve génial, c'est deux filles qui ont inventé cette banque qui s'appelle Helios, la banque verte par nature. Si tu veux, elles sont greenfield au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'elles créent une banque où l'épargne que mettent les gens va les financer. Mais tu n'as pas ce luxe quand tu es une banque qui il n'y a pas la legacy, mais bien sûr, il n'y a pas la legacy. C'est ça, c'est comme la taxonomie européenne. La taxonomie européenne, on dit il y a les secteurs verts et les secteurs marrons. Et on pense que ça ne va pas créer de bulles vertes et un désinvestissement. Pour essayer de répondre à la question, Ludovic, à ce stade, t'es pas encore sûr que la finance soit contributrice positive à la résolution de la crise climatique. On n'en est pas encore là. On est en action. Mais aujourd'hui, la finance, et il n'y a qu'à voir, ne serait-ce qu'en France, il y a un rapport de Carbone 4 qui est sorti, les portefeuilles des institutionnels français sont sur des trajectoires 3-4 degrés carbone. Donc on n'est pas contributeur net positif aujourd'hui à la soutenabilité de notre planète en tant que secteur financier. On va l'être. Mais il faut éviter de nous changer les directives tout le temps. C'est-à-dire que, si tu veux, le risque de volatilité réglementaire autour de ces sujets est très fort. C'est-à-dire que si, par exemple, si on ne se met pas d'accord sur un prix du carbone, arrêtons d'essayer de parler de taxe carbone. On met la charrue avant les bœufs. On ne donne pas la visibilité. On parle des entreprises, pareil pour les financiers. Et donc, tous ces éléments-là, il faut qu'on avance très vite. Parce que là, on invente le truc en marchant. Et le risque, c'est que cet engouement qu'on a aujourd'hui et qui est nécessaire ne soit pas suffisant. Et moi, c'est ça que c'est un vrai. Ça va être, si ça va occuper, et pour les jeunes qui nous écoutent notamment, regardez la littérature de Nordhaus, de Stern sur le discount rate, les taux de croissance, les taux réels d'intérêt. Dans une économie à transition ou à bas carbone, c'est beaucoup plus bas que ce qu'on vous apprend à l'école. Tout ça, c'est des vrais sujets. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu traité, pas assez au centre de ce que ça devrait l'être. On évite les vrais sujets. Pour l'instant,
Comment est-ce que les banques, le secteur bancaire, Lionel, est prêt ou pas d'ailleurs à cette urgence climatique? Alors on parle de stress test climatique, la prise en compte du risque climatique par les établissements bancaires aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Et puis, encore une fois, hein, comme les pétroliers énergéticiens, il va falloir basculer des portefeuilles, en tout cas traiter la question des portefeuilles de crédit, du stock, des flux futurs. C'est un travail colossal, hein, avec l'idée d'aller jusqu'au scope 3 pour mesurer son empreinte climatique quand on est une banque. C'est-à-dire l'euro de crédit que j'ai prêté, comment il a été utilisé au final par toi, moi et ceux qui sont là. Enfin, je vais revenir au basique, mais c'est quoi le métier de banquier? Le métier de banquier, c'est d'utiliser les dépôts pour faire du crédit, en fait. Et alors, quand on fait ça, on regarde un petit peu le risque qui est associé au crédit et le bénéfice que nous, banquiers, on peut en tirer, en fait. Et ça dépend de la rentabilité des projets d'investissement. En fait. Donc demain, on aura le choix entre on aura une alternative, soit on continue à financer des énergies fossiles et des moteurs thermiques, soit on va sur l'énergie verte. En dehors de toute considération sur les risques ESG, etc., comment on va prendre cette décision en regardant la rentabilité des projets. En fait. Et c'est là où je pense que tout le monde doit être dans son rôle, c'est-à-dire qu'il y a un rôle pour les pouvoirs publics de changer la rentabilité comparée des projets en allant subventionner des énergies vertes. En compensant la moindre rentabilité que ces projets vont avoir aujourd'hui par rapport à... Si elle existe, exactement. Moins de rentabilité existe parce qu'il y a des projets qui naturellement sont beaucoup plus rentables en étant vert qu'en étant marron. Hein. Exactement. Enfin, et puis c'est pas fini. Je pense qu'on a un changement de comportement des consommateurs aujourd'hui, des préférences pour les énergies vertes qui vont rendre ces projets sans doute plus rentables à l'avenir en dehors même de politiques publiques de soutien. Quoi. Donc il y a un changement de comportement des consommateurs. Il y a, je pense, un rôle pour des politiques publiques de soutien et pour sans doute via des politiques structurelles et budgétaires. Peut-être un rôle aussi pour du régulateur, pour Ludovic en parlait un petit peu, je pense pour clarifier en fait les exigences qui vont peser réglementairement sur les banques à l'avenir, parce qu'aujourd'hui la typologie européenne qui est faite sur les investissements verts, honnêtement, elle reste assez peu lisible et nous, elle n'est pas complète surtout. Elle n'est pas complète, elle est peu lisible. Elle est statique. C'est-à-dire que ça ne marche pas un truc statique pour les investissements verts, parce qu'il faut apporter du financement vers des villes ou des secteurs pour qu'ils transitionnent. Si tu apportes du financement vers des trucs qui sont déjà verts par défaut, super, mais ça crée des bulles. Et en revanche, qu'est-ce que tu fais avec les marronasses, quoi, tu vois. Vas-y. Ouais, donc voilà, un rôle des soutiens publics, un rôle des régulateurs, je pense, pour clarifier un petit peu les règles du jeu. En fait, et effectivement aller sur des règles peut-être plus dynamiques qui prendront en compte à l'avenir les innovations technologiques qui vont pas manquer d'arriver en fait. Et à partir de là en fait les banques pourront elles jouer leur rôle de financement. Alors peut-être juste un petit mot pour dire d'où on part, et en fait c'est pas si dramatique que ça non plus en fait. L'ACPR a conduit un exercice de stress test climatique dont elle a remis les résultats il y a quelques semaines ou quelques mois je crois, et alors déjà où on est aujourd'hui dans la composition actuelle des bilans bancaires sur les grosses institutions françaises. On est, alors j'ai pris les chiffres, à 4% des expositions de crédit qui sont sur le secteur des industries extractives et de raffinage. Et si on rajoute le transport terrestre à 2% et l'aérien à 1%, on est à quelque chose comme 7 et 10%. En fait, sur des secteurs qui vont être très très touchés par la transition écologique. Alors, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? C'est grave pour une banque ou pas? C'est gérable en tout cas. C'est gérable. Déjà, il y a des risques, c'est ça que je veux dire, qui sont concentrés, je pense quand même, sur certains secteurs en particulier, ceux que j'ai cités, sur des géographies particulières aussi. Et là, je rejoins tout ce qu'a dit Anna sur les expositions, on va dire. Sur les États-Unis, sur des pays pétroliers, etc., sur lesquels c'est vrai, certaines banques sont un peu plus actives que d'autres. Donc des risques un peu concentrés sectoriellement et géographiquement. Mais le gros enseignement en fait de l'exercice de stress test climatique de la CPR, c'est qu'en fait, si vous allez sur des transitions, enfin des scénarios de transition à 2050 raisonnables et graduels, en fait, le coût pour les banques est tout à fait absorbable.
Alors là aussi, j'ai repris le chiffre, hein, mais si vous regardez un petit peu ce que voudrait dire, ce qu'impliquerait le scénario central de la CPR sur le coût du risque supporté par les banques, donc en gros la politique de provisionnement, ça équivaudra à une augmentation de ce coût du risque de 20 points de base. Alors, 20 points de base, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. En vrai, c'est pas tant que ça, parce que si vous regardez ce qui s'est passé l'année dernière, on a eu une augmentation du coût du risque suite à la crise du Covid équivalente en 1 an, et pas en 40 ans. D'accord, d'accord. Donc c'est une crise du Covid, mais sur 40 ans, en termes de coût du risque pour... en 30 ans, pour le Je secteur. pense que c'est des chocs qui sont tout à fait absorbables par le système bancaire. Ouais. Anna, je ne sais pas si tu avais encore un commentaire. Je voulais qu'on avance aussi sur la manière dont la finance va évoluer avec la technologie, effectivement, et comment est-ce que ces nouvelles facettes de la finance seront des facteurs positifs ou négatifs dans les prochaines crises. Mais juste une question quand même sur la rentabilité des investissements de demain dans la transition écologique, énergétique. Et c'est un sujet dont j'entends parler chez des investisseurs à impact, qui sont parfois des investisseurs de la nouvelle génération, mais aussi des investisseurs qui ont 20, 30 ans derrière eux, qui sont des convertis et qui sont d'ailleurs parfois les plus agressifs. Ils disent 10-15% de rentabilité financière, c'est plus possible. De toute façon, on va rentrer dans une normalisation des chiffres ou du cycle. Donc là, il y a toujours la question des bulles. C'est un peu ce que Ludovic le disait. Donc, quelle est la vraie performance ou celle qui est soutenable? C'est pas encore très clair, puisque les marchés ont l'air de tout soutenir, d'être un petit peu endormis comme ça, ou en tout cas d'accepter certaines bulles qui éclatent, mais d'une façon très localisée. Donc la normalisation du cycle va venir. Et c'est là où, effectivement, on va parler encore, ou de nouveau, du vrai risque de crédit pour certains acteurs, surtout ceux qui ne sont pas ESG compliant. Et là, la vague de faillite qu'on attend probablement depuis maintenant plus d'1 an sera là. Donc comment les pouvoirs publics vont gérer ça, c'est une question, puisque on est aujourd'hui dans un système qui est tellement habitué à l'interventionnisme étatique qu'on a du mal à visualiser comment ça va se passer. On a parlé de la régulation, on a parlé des entreprises, on en parle des ménages, puisque le chômage, on ne sait plus trop ce que c'est, puisque c'est du chômage partiel, donc c'est temporaire. Il y a tout ce pouvoir d'achat. Même les Américains, d'achat. ils prennent goût, visiblement. Oui, donc comment ça va se passer? Et puis il y a la politique monétaire. Comment la politique monétaire va jouer son rôle là-dedans? Parce que même eux, ils ont l'air d'être plutôt behind the curve, comme on dit, que ahead of the curve. Donc, voilà. Je voulais, oui, pour terminer cette table ronde, quand même, qu'on se projette un peu sur, oui, la nouvelle finance. Alors, fintech, crowdfunding, voilà. Je ne veux pas aller beaucoup plus loin, mais on comprend tous un peu de quoi on parle. Une finance beaucoup plus désintermédiée, décentralisée, crypto, monnaie numérique, banque centrale aussi. Hein, ce sera le sujet d'une prochaine table ronde avec le spécialiste, monsieur monnaie numérique, banque centrale, Benoît Curé, mais qui vont être des outils. Je pense notamment aux monnaies numériques banque centrale, qui vont être des outils mais incroyables. Je n'arrive même pas à imaginer. Pour les futures crises. Mais bien sûr. Alors, est-ce que déjà vous vous dites, attention, cette finance qui évolue avec la technologie dans tous les sens, c'est d'abord un risque supplémentaire pour les crises de demain, c'est un risque financier en tant que tel. Est-ce que vous y voyez aussi des opportunités, des outils de gestion de crise pour demain à travers cette nouvelle finance? Un risque, c'est une opportunité. Un risque pour certains, c'est une opportunité pour d'autres. Donc, c'est la somme nulle. Pour les banques, ça peut être un risque, parce que si vraiment on a la monnaie digitale et qu'on a des comptes à la banque centrale, bon, le rôle d'intermédiaire de la banque, en tout cas, il faudra le facturer autrement. Ou avec des commissions différentes, plus élevées. Après, ça nous donne vraiment cette perfusion indirecte à la Banque centrale si vraiment on a besoin de faire du vrai helicopter money. Donc, c'est aussi intéressant d'un point de vue crise future pour agir encore plus vite, pour ne pas avoir besoin de aussi l'intermédiation par les banques ou par l'État. Après, je pense que la désintermédiation, en tout cas d'autres sources de financement que juste le système bancaire, c'est enfin une bonne nouvelle en Europe, mais ça va trop lentement. Donc il y a encore ce sujet de créer vraiment les produits financiers ou en tout cas diriger l'épargne là où il en faut. Donc financer par exemple que ce soit la transition verte ou les PME ou des secteurs stratégiques. Et aujourd'hui, ça va beaucoup trop lentement en Europe et on est toujours beaucoup trop dépendant des banques par rapport aux États-Unis.
États-Unis. Après, il y a des réformes fiscales, je pense, qui peuvent aider à ce que cette épargne aille vraiment dans certains produits. Mais bon, déjà, il faut inventer les produits et puis mettre en place des réformes fiscales. C'est vrai que c'est quand même étonnant qu'en Europe, il y a encore tout cet argent sur les comptes courants des gens. En France, davantage, 75%, et très peu sur des produits financiers ou des unités de fonds. Et puis, je pense que, bon, au-delà de vraiment la connaissance financière, c'est vraiment la fiscalité. Et c'est là où l'Allemagne ou d'autres pays sont mieux positionnés parce que épargne élevée, mais produits qui vont avec, et incitation fiscale qui va avec. Un mot rapide, parce qu'il va falloir qu'on conclue pour être dans les temps. Lionel, sur la nouvelle finance, la fintech, pour dire les choses simplement, versus le secteur bancaire traditionnel. Est-ce que c'est forcément un risque, c'est forcément une menace, ou est-ce que les deux peuvent quand même trouver un modus vivendi? Est-ce que les banques se saisissent du sujet aujourd'hui? Globalement, je suis de ceux qui croient toujours qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait. Et là où hier, il y avait ce qu'on appelait le capital risque, etc., aujourd'hui, on a du crowdfunding, en fait. Ouais. Voilà. Donc c'est des business models qui sont un petit peu différents du business bancaire, mais je pense qu'ils ont toute leur place pour financer, alors peut-être certains types de projets, peut-être de moins grande ampleur que ce que les banques ont l'habitude de financer, peut-être aussi sur des secteurs en particulier. On parle beaucoup de la blockchain et de ses applications. Je pense que voilà, sur certains produits, en fait, il y a toute la place pour cette nouvelle finance. Alors, je vais peut-être aussi dire un mot du sujet des monnaies numériques de banque centrale, parce que tout le monde y voit, oui, une grosse menace pour l'intermédiation bancaire, etc. Alors, deux petites objections à ça. Ouais. La première objection, c'est qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas de monnaie numérique de banque centrale? Eh ben, il y aurait Diem ou Libra de Facebook. Et ça, je crois que c'est plus dangereux pour le système bancaire que demain l'euro numérique, pour être clair. Le deuxième petit bémol que je veux apporter à cette histoire de risque fondamental auquel feraient face les banques, c'est l'attention quand même des banques centrales à pas complètement déstabiliser le système. En fait. Parce que, alors, sans préjuger de ce que va dire le panel suivant avec Benoît Cœuré et Marc-Olivier Strauss-Kahn, qui sont deux éminents représentants des banques centrales, ce qu'on a vu avec la consultation sur l'euro numérique, avec les différentes interventions de Panetta, de la BCE, etc., de Villeroy, de Gallo en France aussi, c'est que le régulateur, la Banque centrale n'a pas forcément envie de refaire de la tenue de compte, en fait, de distribuer elle-même des comptes de dépôt en monnaie banque centrale aux particuliers et aux entreprises. Et donc que la mise à disposition d'un euro numérique demain devrait quand même se faire par l'intermédiaire d'institutions financières déjà en place, et ça, c'est les banques. Ludovic, pour conclure sur l'euro numérique, monnaie numérique, banque centrale, c'est un outil formidable pour, non, je laisse ça au panel pour la gestion des crises, pour la gestion des crises de demain, ou c'est un risque je laisse ça au panel suivant. Je vais répondre à ta question d'avant parce que je trouve que c'est important. Les enjeux de la finance, c'est la simplification avec l'éducation financière, c'est-à-dire il faut qu'on repasse du temps à éviter que les gens il faut recréer de la confiance, c'est une industrie de la confiance, la finance. Donc il faut éviter qu'ils aillent lire les petits trucs pour savoir s'ils sont assurés quand ils sont sur le téléphérique, tu vois. Quand tu vois les nouveaux boursiers, l'afflux d'épargnants, l'éducation financière, tu te dis que ça bouge là, que cette crise elle fait bouger les choses. Bien sûr, et ça bouge beaucoup plus vite aux États-Unis parce qu'il y a des plateformes comme Reddit, tu as beaucoup plus d'accès à l'information. Les niveaux d'éducation financière, on le sait, sont moins bons en Europe, notamment en France. Il y a plus de 50% de la population qui ne sait pas faire un intérêt composé. Donc les questions d'éducation financière sont très importantes. Mais il y a aussi de notre côté, du côté des institutions financières, un travail de simplification des produits, de lisibilité des produits, pour éviter que le backlash réglementaire soit avec nous. Donc ça, pour moi, c'est un vrai sujet. Et par exemple, tu parlais des fintech. Moi, je trouve que les fintech, on a juste le vernis, quoi. C'est-à-dire que la plupart des fintech qu'on voit et qui s'échangent à des valorisations incroyables, elles ont fait juste le travail de façade. Personne n'a fait la plomberie. La finance, et c'est le deuxième et dernier point que je voudrais dire, on parlait d'impact et de raison d'être. Le 19e siècle, c'est une finance du capital. Le 20e siècle, c'est une finance de la dette. Le 21e siècle, c'est forcément une finance de l'impact. Et donc, si les fintechs veulent être sérieuses, c'est pas juste en faisant des super plateformes pour que tu puisses avoir l'impression de jouer quand tu épargnes de l'argent. Il faut réinventer la plomberie.
Et la finance aujourd'hui, il faut réexpliquer aux gens à quoi ça sert de mettre 1 euro sur un compte bancaire. C'est pour ça que je parlais d'Elios tout à l'heure. Ou à quoi ça sert de mettre 1 euro dans une police d'assurance vie. Et là, je crois que pareil, on a, nous, les mammouths qui sont là depuis 120 ans, comme les fintech, énormément de choses à faire pour réconcilier finance et société. Merci à vous trois. Merci d'avoir participé à cette table ronde. Anna Boata, directrice de la recherche macroéconomique de l'ER Hermès, Ludovic Subran, chef économiste d'Allianz, et Lionel Potier, économiste bancaire au Crédit Agricole. Merci à vous trois.